Pendant une longue période, les Gilets jaunes peuvent ainsi tenir des assemblées, projeter le film consacré au mouvement social à l'espace scénique. Maintenant, je m'adresse au nom du maire, donc à M. Lalanne. Donc, bienvenue à Francis Lalanne. Nous sommes honorés qu'un citoyen. Donc nous sommes honorés qu'un citoyen candidat tête de liste d'une élection nationale se déplace jusqu'à Tournac afin de rencontrer ses compatriotes. Salut aussi à l'artiste, car la culture est importante dans une période de crise. On ne sait pas si elle sauvera le monde, mais elle est une forme d'expression dans toute époque, y compris les pires, afin d'apporter expression et subversion en cas de régime totalitaire. Il faut l'art libre que Francis Lalanne connaît. C'est courageux de s'engager et mettre sa notoriété au service d'un combat électoral. Surtout quand on sait qu'il y a toujours quelques sciences populistes, bobos parisiens, des bords de scène, pour dire que les musiciens ne sont que des saltimbanques. Ils n'avaient donc pas appris à l'ENA, à défaut d'avoir pensé par eux-mêmes, que les musiciens ou les artistes peuvent avoir un cerveau et une âme. Bonne réunion. Je regrette de ne pouvoir être parmi vous puisque je suis au travail. Merci aux organisateurs, aux candidats, à nos concitoyens qui font vivre la démocratie. Pierre Astor, maire de Tournac. Bonsoir à tous, je suis Frédéric. Je voulais vous présenter un petit peu les personnes qui sont ici sur cette table. Déjà, la première personne c'est Francis, à qui j'ai demandé tout à l'heure si on pouvait se tutoyer, tout de suite il m'a dit oui. Et Dominique est ici, là, m'a donné tout un historique que j'ai là, mais je ne vais pas vous le lire. Et le personnage qu'on a vu à la télévision chanter, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas de lui. On ne sait pas que c'est un animaliste. Ça fait des années qu'il est dans le combat perpétuel pour aider les autres. Ça, je ne le savais pas, je l'ai appris, ça m'a touché. Sincèrement, ça m'a touché. Hormis le côté poète, où je trouve que vous avez beaucoup de talent. Ici, on a Sébastien Béraud, qui est colistier à Lion jaune. C'est un agriculteur. Un témoin, et sa vie, il l'a voué au combat des Gilets jaunes, mais à tous les combats pour aider les agriculteurs. Si vous l'écoutez bien, il vous explique que dans une dizaine d'années, on risque la famine. Écoutez-le, parce que franchement, il vaut la peine. Ici, on a Dominique Samar, qui lui, son combat, il l'a pensé plus politique, plus dans la bureaucratie peut-être. C'est un garçon qui est très intelligent et il n'arrête pas de se battre, et entre autres pour la Lion jaune. Encore quelqu'un de bien. Et je voudrais lancer un chapeau aussi, et après je vais arrêter de parler, je vais vous laisser le micro, à toute l'équipe de Blavozy-Polignac qui n'ont pas arrêté de se battre pour la cause des Gilets jaunes depuis le début. C'est continuel, c'est tout ce qui est menaces, etc. Et ils ont toujours combattu tout ça. Voilà, un grand chapeau, un grand merci. Merci. Tout à fait, on va applaudir tout le monde. On applaudit Annie parce qu'elle est avec nous et ça c'est formidable. Elle fait des efforts incommensurables, elle nous suit partout, même sur les ronds-points. Et elle est très fatiguée et elle est toujours là avec nous.
présenter Jamel Bouaban, qui est là avec nous, qui a été prendre le chemin avec Jérôme de Rodriguez, qui est toujours avec lui, qui est avec Francis, qui a fait énormément de choses pour la cause des Gilets jaunes et pour beaucoup d'autres choses. Et cette personne-là, effectivement, a fait avancer le mouvement dans la bonne direction, puisque c'est une personne qui est avec son cœur, qui est pacifiste et qui essaye toujours d'accommoder les gens. Et ça, c'est vraiment des personnes extraordinaires. J'ai eu le plaisir de connaître, ainsi que Francis, bien sûr. Ces personnes me touchent énormément parce que c'est des personnes qui veulent aller dans le bien toujours et qui veulent vraiment que leur prochain, qu'il y ait une amélioration de la vie de tout le monde, de notre prochain, du pouvoir d'achat et de plein de choses. Donc, moi, c'est Sébastien Véraud, donc je suis le local de l'État, vu que j'habite à Saint-Paulien. Donc, je tenais à remercier très chaleureusement et très sincèrement Francis, car il a bien voulu répondre à mon invitation. Ça me touche parce que Francis, je l'ai connu au 1er mai à Paris, quand on a mis notre mouvement en route. Oui, on va pas dire en marche. C'est vrai. Suite à la conférence de presse, j'ai passé 24 heures mémorables avec Francis. J'ai appris à le connaître, je ne le connaissais pas. J'ai compris qui il était. C'est quelqu'un de très humaniste, de très simple, qui se bat pour notre cause, qui est prêt à tout laisser, à se sacrifier, toutes ses économies pour notre mouvement. C'est quelque chose d'énorme. Donc je me suis senti, pas dans l'obligation, mais de l'aider et à venir chez nous pour qu'on lui aide à faire connaître notre Haute-Loire et qu'on lui apporte notre force et nos voix. Francis, grâce à toi, je te l'ai déjà dit, je reprends espoir en l'avenir parce que c'est un mouvement. J'aurais bien aimé qu'il débute bien avant parce que voilà, ça fait des années que j'y pensais, des choses comme ça. Grâce à toi, mon rêve se réalise. J'espère qu'on va y arriver tous ensemble. Voilà, espérons-le dimanche. Donc, je vais passer la parole à Francis, parce que vous n'êtes pas venu pour voir moi, vous êtes venu pour voir Francis. Maintenant, quand Francis aura fait son discours, on va essayer de répondre au mieux à vos questions, du mieux qu'on peut, si on y arrive. Et on voudrait qu'il y ait une sorte de débat avec vous. Voilà. On est novices en la matière, nous ne sommes pas des politiques, nous ne voulons pas être des politiques, nous voulons être ce trait d'union entre vous et le Parlement européen. Voilà. On voudrait pouvoir faire changer des choses au niveau de l'Europe. La Commission européenne qui est nommée, on voudrait qu'elle soit élue. On ne voudrait plus que ces commissaires soient là pendant des années et des années à voter des lois qui défendent mieux les lobbies que le peuple. Donc nous, on voudrait pouvoir être des parlementaires à l'Europe, mais pas forcément que juste pour appuyer sur un bouton bleu ou un bouton rouge. Francis vous l'expliquera mieux que moi. Il faut absolument arriver à faire changer ce système, parce que ce système de la finance et du lobby, il est en train de nous détruire. On est dans une machine infernale, on ne sait pas quand c'est qu'elle va s'arrêter, mais tôt ou tard, des départements ruraux comme nous, on est appelé à disparaître, parce qu'on le voit bien, on nous tape dessus avec le 80 km/h, on nous tape dessus avec le diesel, l'essence, on est toujours en train de payer pour des bobos lolos à Paris qui comprennent rien du tout, ils savent pas ce que c'est ce qu'on vit chez nous. Voilà, c'est un honneur pour la Haute-Loire de recevoir Francis, parce qu'il s'est permis de venir chez nous. Il veut comprendre le malaise agricole, le malaise de nos campagnes. C'est super. Voilà, moi j'ai tenu à ce que cette réunion se passe à Retournac. Pourquoi? Parce qu'à Retournac, ça a été le début du mouvement des Gilets jaunes en Haute-Loire. Ils ont commencé au 15 octobre à fédérer, à faire des réunions ici à Retournac. À Retournac, on a la chance d'avoir un maire qui nous soutient, chaque fois qu'on a voulu la salle, il nous a prêté. C'est quelque chose de super. Et pourquoi Retournac? Parce que Retournac, on a une petite dizaine de kilomètres de Voré. Et à Voré, il y a qui? À Voré, il y a une mairesse qui représente Macron, qui nous déteste, qu'on n'a jamais pu discuter avec elle. C'est quand même scandaleux. Donc j'espère que ce soir, elle va nous entendre, que s'ils ne veulent pas faire le boulot, ben, nous on fera à leur place. Voilà. Bravo Sébastien. Amis
ici rassemblés. Comment vous dire mon émotion? Mon émotion, elle... J'ai pas peur de dire que mon émotion d'ici, elle est venue d'abord et avant tout de ma rencontre avec Sébastien. Sébastien qui faisait partie du groupe de Jérémy Clément, qui avait monté, vous savez, une liste de gilets jaunes et avec qui nous nous sommes réunis pour ne faire qu'une seule liste, parce que nous voulions qu'il n'y ait qu'une seule liste pour que justement elle puisse concentrer le vote sanction et pas le diluer, le perdre. Parce que c'est ça le risque, c'est que lorsqu'on dit aux gens votez pour qui vous voulez sauf pour Macron, et surtout pas pour la liste jaune, c'est-à-dire que le vote sanction il va soit se diluer et il ne va pas être opérant, et donc c'est Macron qui va monter, et soit si on leur dit, parce qu'il y a le chapitre 2 de voter pour qui vous voulez sauf pour Macron et sauf pour la liste jaune, hein, c'est l'appel à voter de certaines personnes qui se prétendent gilets jaunes. Et le danger de ça, c'est ensuite de dire, pour faire barrage à Macron, votez pour la liste la mieux placée. Et ça veut dire voter pour Marine Le Pen. Donc, aux élections présidentielles, on avait à choisir entre la peste et le choléra, on a choisi la peste. Et maintenant, bien sûr, il faudrait qu'on choisisse le choléra. Ça, c'est le système. Et nous, gilets jaunes, nous, les 79 de l'Alliance jaune, nous nous sommes dit qu'il ne faut pas que ça arrive. Il faut qu'il y ait une liste apartisane, c'est-à-dire une liste constituée par des citoyens, pas un parti politique. Une liste constituée par des gilets jaunes indépendants, autonomes, qui s'associent pour une action commune, c'est-à-dire investir le champ électoral comme on a investi les ronds-points, c'est-à-dire prendre la Bastille européenne. Voilà, c'est ça l'action commune, c'est-à-dire remplacer les politiciens par des gilets jaunes à l'Assemblée européenne. On s'est réunis pour faire ça et pour que les gilets jaunes puissent voter pour des gilets jaunes. Et pas pour un parti politique du système. Parce que c'était bien ça qu'on s'était dit au départ. On ne se fera pas récupérer par des partis du système, par des partis politiques, que ce soit le parti dominant ou les partis dominés. Ils font partie du même système et ils cautionnent le système. Donc, on s'est dit qu'il ne faut pas que ça arrive. Et on n'est pas dupes, hein. On a tous vu, on a tous compris ce qui s'est passé. Quand on est descendu dans la rue, spontanément, citoyens et citoyennes, hein, on n'était pas du tout affiliés à un parti politique quand on faisait ça. On était des citoyens et des citoyennes en colère, on en avait marre, et donc on ne pouvait plus garder ça pour nous. On est descendu dans la rue, et on a manifesté, on s'est constitué en peuple, agissant. Ça, c'est un acte politique. Ça, c'est un acte politique pur et dur et noble. Donc, on a décidé, nous, de faire de la politique, mais sans être récupérés par les politiciens. On a décidé, nous, de faire de la politique, mais sans être récupérés par des partis politiques. Seulement, on n'en avait pas les moyens. On n'avait pas les moyens de se structurer. Donc, on a décidé de créer une structure qui n'est pas un parti politique et qui doit permettre, élection après élection, à tous les gilets jaunes de voter pour des gilets jaunes. C'est-à-dire pour des citoyens indépendants qui ne veulent pas faire partie d'un parti politique. Et ça, on a réussi à le faire. À la télévision, le pouvoir de la propagande a dit non, mais regardez-les, ils ne savent pas se structurer, ils sont incapables de se structurer politiquement. D'ailleurs, l'actuel dictateur qui occupe la France, il a dit dernièrement, oui, de toute façon, il n'y a pas d'offre politique chez les Gilets jaunes, il n'y a pas d'offre politique sérieuse. Mais il y en a une, mes amis. Il y en a une, c'est la nôtre. Il y a l'Alliance jaune. Et l'Alliance jaune, qui aujourd'hui se fait connaître, ne va pas se retirer de la circulation après les européennes. L'Alliance jaune, pourquoi est-ce qu'elle va aux européennes? C'est parce qu'elle veut faire de l'Assemblée européenne la première vitrine de ses revendications. Et quelle est notre revendication principale? Mes amis, c'est bien la démocratie, on est d'accord. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est le droit des citoyens à pouvoir décider de leur destin sans être les prisonniers d'un système ou les prisonniers d'un parti politique. Et ça, grâce à ce système, ce contre-système, grâce à cette proposition, grâce à ce dispositif d'action démocratique, eh bien,
Maintenant, il y a un moyen pour les citoyens en France, gilets jaunes, de pouvoir se constituer en force politique agissante sans devenir des politiciens. Donc, sans être appelés à être corrompus. Ça, c'est notre offre, mes amis. Ça, c'est l'offre de l'Alliance jaune. On n'est pas dupes. On a très très bien vu ce qui s'est passé au début. Quand on est sorti comme ça dans la rue, le système a compris ce que nous faisions. Le système a compris ce que nous faisions. Le système a compris ce que nous étions. Nous étions une proposition alternative au système, c'est-à-dire nous ouvrions les voies et les vannes d'un nouveau système, un système où on ne va pas prôner la compétition, mais le système où on va prôner la coopération et l'entraide. Un système où on ne va pas prôner le consumérisme, mais un système où on va prôner la modération, la frugalité heureuse, comme dit Pierre Rabhi. Un système où on ne va pas être dépendant du système, mais on va être autonome, responsable, où on va respecter le vivant sous toutes ses formes. C'est ça, nous, qu'on a proposé. Ça n'est pas dans le système, puisque le système, c'est la loi du plus fort. Nous, c'est la fraternité. Nous, c'est l'entraide, c'est la solidarité, le contraire de l'égoïsme. Nous, on préfère la lenteur à la rapidité. Nous, on préfère la qualité à la quantité. Nous, on préfère le simple à ce qui est compliqué. Une brosse à dents qu'on utilise avec la main et pas avec un système électrique, elle tombera jamais en panne. C'est ça, ce que nous, les gilets jaunes, indépendants et libres, et qui souhaitons le rester, voulons comme moi. C'est ça que nous, les gilets jaunes pacifiques, mais résolus, déterminés à ne pas se laisser récupérer par un parti politique, c'est ça que nous voulons. C'est ça que nous demandons et que nous créons, que nous voulons créer. Et on a bien compris ce qui s'est passé. On a très très bien compris ce qui s'est passé. Quand le système a compris ce que nous étions en train de faire, quand le système a compris ce que nous voulions, ce que nous étions, il nous a infiltrés. Et là, on a été infiltrés par des citoyens et des citoyennes en gilets jaunes qui ne venaient pas là pour créer ce grand mouvement autonome, libre, indépendant et citoyen des gilets jaunes, mais qui venaient se mêler à la foule des gilets jaunes pour récupérer les voix pour leur parti politique, le Rassemblement National, pour ne pas le nommer, le LFI, la France Insoumise, pour ne pas la nommer, et qui ont commencé à infester la conscience du mouvement avec des formules qui devaient empêcher le mouvement libre et indépendant que nous représentons de se constituer, de devenir une structure politique autonome. Et on les a entendus, les pas de liste pour les européennes, on les a entendus de pas de politique, comme si ce que nous faisions dans la rue n'était pas de la politique. Et toutes ces formules qui ont infesté la conscience de notre mouvement n'avaient que simplement, n'ont été adressées au mouvement que pour une seule et simple raison: l'empêcher de faire ce que nous sommes en train de faire. L'empêcher de faire ce que nous avons réussi à faire, c'est-à-dire créer un moyen unique, apartisan, de permettre à des gilets jaunes de voter pour des gilets jaunes, quelles que soient les élections, et sans qu'ils se transforment en parti politique, de manière à ce qu'ils puissent rester des citoyens. Et il y a une énergie déployée par tous les trolls et tous les concombres massiers du réseau du net qui écrivent sous pseudo et sans montrer leur face. Ils ont déployé une énergie jusqu'à aujourd'hui encore pour nous empêcher de créer ce moyen démocratique. Et s'ils déploient autant d'énergie pour nous empêcher de le créer, c'est bien parce que ce moyen démocratique est bien la seule alternative aujourd'hui que l'on présente au système que nous subissons et qui nous opprime. Et ça doit nous donner du courage. Ça doit nous donner confiance. Et honte à ceux qui aujourd'hui portent un gilet jaune et nous appellent à voter pour des partis politiques. Ce sont des collaborateurs et des récupérateurs pour le système de ce que représente vraiment le mouvement des gilets jaunes. Car nous sommes les représentants et les pionniers de cette mouvance libre et indépendante de citoyens en gilets jaunes qui ne se laisseront jamais récupérer par le système, par aucun parti politique et dans aucune élection. Lorsque nous irons au municipal, pas d'alliance avec les partis du système. Même si nous devons perdre les élections, nous resterons nous-mêmes. Nous resterons l'alternative au système. Et nous ne magouillerons jamais, nous ne composerons jamais avec le système. Ça,
c'est être un gilet jaune. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui aux Gilets jaunes dignes de ce nom, qui n'ont pas encore compris ce qui se passe, qui se sont laissés troller, qui ont laissé leur conscience se faire infester par la propagande et par tous ceux qui ont infiltré le mouvement, de comprendre ce que nous faisons et de nous rejoindre, car il reste 4 jours et nous avons besoin du soutien de tout le monde. Chaque voix comptera et nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Il suffit que les abstentionnistes, ceux qui s'abstiennent, qui ont la clé de ces élections, car il faut bien comprendre comment ça se passe, mes amis. Le vote étant un acte profondément affectif, plus qu'effectif, eh bien, ceux qui en ont assez du système ont décidé de ne plus voter, donc ils s'abstiennent. Ceux qui votent pour un parti de génération en génération voteront toujours pour le même parti sans se demander s'il a raison ou tort. Ceux qui sont en conflit avec leur père voteront pour le parti inverse à celui de leur père ou de leur mère. C'est un vote. Le vote est un phénomène profondément et intrinsèquement affectif. Aujourd'hui, l'offre que nous faisons aux électeurs et aux électrices, pour qu'elle ait une chance d'aboutir, il faut que les abstentionnistes ne s'abstiennent pas pour une fois, qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent que notre offre est alternative au système. S'ils ne votent pas, c'est parce qu'on leur demande toujours de choisir entre la peste et le choléra. S'ils ne votent pas, c'est parce qu'on leur demande toujours de choisir entre le système et le système. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, des citoyennes et des citoyens se sont levés pour faire une offre aux électeurs et aux électrices qui ne soit pas dans le système, une offre hors système. Et pour la première fois de l'histoire de la Ve République, nous pouvons enfin proposer à ceux qui s'abstiennent de voter contre le système, à cause duquel ils ne votent plus. Et ça, c'est à nous de le faire comprendre à tout le monde, parce que si les abstentionnistes le comprennent, eh bien, après avoir souhaité bonne fête à leur maman, ils vont faire la fête à l'actuel gouvernement. Ils vont se lever et ils vont se dire, pour la première fois, on nous propose autre chose que le système, mais bon, on va aider ces gars-là. On va les aider, ces 79 gilets jaunes. On va les aider à ouvrir une nouvelle voie. On va les aider à mettre ce pied dans la porte qui doit empêcher la porte de se refermer sur le peuple comme à chaque élection. Et on va les aider à rentrer à l'Assemblée européenne. On va les aider à faire en sorte qu'il y ait des gilets jaunes à la place de politiciens à l'Assemblée européenne. C'est ça qui est extraordinaire, c'est ça, c'est cette victoire que nous attendons depuis 6 mois, où non seulement nous n'avons rien obtenu dans la rue, mais nous avons obtenu pire, puisque maintenant, ça y est, le prix du carburant, il a augmenté même, il est encore plus cher qu'il n'était quand on est sorti pour la première fois dans la rue. Et que la personne, le dictateur qui est à l'heure actuelle, qui opprime la France, nous l'a dit, il s'en fout de nous, il s'en fout de nos revendications, il ne fera rien, il ne bougera pas d'un iota, il ne fera rien. Si, il va aggraver la situation, il va continuer à nous imposer ce qu'il nous impose, de plus en plus, de pire en pire. Il nous méprise. Et nous qui avons les moyens, là, le 26 mai, de le mettre à genoux, nous les gilets jaunes, eh bien, si ce qui ne sont pas notre chance, nous aurons raté une chance historique de renverser un gouvernement sans violence. Nous aurons raté cette chance historique de montrer que la révolte par le vote est possible. Nous aurons raté cette chance historique de montrer qu'un peuple, en un clin d'œil, peut se lever et renverser l'ordre établi, renverser le pouvoir qui l'opprime. Comme la France l'a toujours fait dans son histoire au moment cruciaux, elle peut le faire. Et elle doit le faire le 26 mai. Un jour, le 13 juillet 1789, il y a un monsieur qui s'appelle Camille Desmoulins, au jardin du Luxembourg à Paris, qui est monté sur une chaise. Et il a dit à tous celles et ceux qui étaient là, allons prendre la Bastille, mes amis. Et le 14 juillet, la Bastille est tombée.
Eh bien, il y a une Bastille européenne qui nous attend le 26 mai, mes amis. Il y a une Bastille européenne qui nous attend le 6 mai. Et nous pouvons être ce peuple de gilets jaunes, de sans-culottes, comme on disait autrefois. Nous pouvons être ce peuple qui se constitue et, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, renverse un pouvoir qui se croit au-dessus des lois, un pouvoir qui se croit tout-puissant, un pouvoir qui se croit à l'abri du peuple et qui pense qu'il a le droit de tout faire et qui ne croit pas que le peuple est capable de se révolter. Mes amis, le 26 mai, nous serons des citoyennes et des citoyens libres. Libres de renverser le pouvoir qui nous opprime. Le 27 mai, si nous avons voté comme avant, si nous avons maintenu l'équilibre en écoutant les consignes de vote de ceux qui nous disent qu'il faut voter pour tout le monde sauf pour la liste jaune et sauf pour Macron, si nous avons écouté ceux qui nous donnent comme consigne pour faire barrage soi-disant à Macron de voter pour Marine Le Pen, c'est-à-dire de choisir le choléra plutôt que la peste, si nous les écoutons, le 27 mai, nous ne serons plus des citoyennes et des citoyens libres. Nous serons des citoyennes et des citoyens esclaves de ceux que nous aurons élus. Tel est le drame du système actuel. Et voilà pourquoi il faut le rompre. Et voilà pourquoi il est tellement important que nous gagnions la bataille de ces Européennes. Voilà pourquoi il est tellement important qu'il y ait des députés en gilet jaune à l'Assemblée européenne. C'est pour expliquer au monde entier, à tous les peuples d'Europe, que ce que nous avons fait est possible, que l'impossible est possible. C'est ce que la France a toujours montré dans son histoire, à tous les peuples du monde, que l'impossible est possible. Que si nous le voulons, nous qui n'avons aucun moyen, aucun pouvoir, nous qui sommes brimés par les antennes publiques, nous qui n'avons pas la parole dans les médias, nous qui sommes calomniés dans les médias, nous qui subissons la propagande, nous qui n'avons aucun moyen pour le faire, et bien simplement par la volonté du peuple qui se constitue, par la magie de son pouvoir, celui qu'il peut avoir s'il le désire, s'il le veut, s'il le souhaite, nous sommes capables, nous, comme l'ont fait ceux qui ont suivi Camille Desmoulins, de prendre cette Bastille européenne. C'est ce que nous devons prouver, les amis. C'est ce que nous devons prouver. Chacun d'entre nous, non seulement doit voter pour l'Alliance jaune, mais doit faire voter pour l'Alliance jaune. Vous, les marcheurs du samedi, devenez les démarcheurs de l'Alliance jaune. Faites comprendre que nous sommes la seule proposition faite aux électeurs qui propose la démocratie. Car si nous sommes élus, nous allons non seulement installer à l'Assemblée européenne un observatoire et rentrer dans cette Assemblée européenne comme un virus dans un programme d'ordinateur pour abolir son pouvoir sur les hommes, mais nous allons installer ici, en France, partout où nous pourrons, des permanences européennes où nous demanderons aux citoyennes et aux citoyens qui ont voté pour nous de continuer à voter. Car nous ne déciderons de rien. Nous serons les porteurs de la volonté de ceux qui auront voté pour nous. Rêvons. Notre mobilisation réussit malgré la télévision, malgré les sondages qui sont truqués, malgré toute la propagande. Notre mobilisation réussit, nous avons 10 députés qui rentrent à l'Assemblée européenne en gilet jaune. Et chaque fois qu'ils siégeront, ils mettront leur gilet jaune pour appeler tous les gilets jaunes du monde à mettre leur gilet jaune et à prendre aussi leur place dans les parlements et dans les assemblées. Eh bien, mettons que voilà, nous avons 10 députés. Eh bien, on nous donne quelque chose à voter à l'Assemblée européenne. Nous portons cette chose à voter dans les permanences européennes. Nous installons des machines à voter sécurisées. Nous proposons des débats. Nous faisons venir des conférenciers qui vont expliquer les enjeux. Et vous qui aurez voté pour l'Alliance jaune, eh bien, vous déciderez, vous voterez. Et au moment où on consultera le résultat du vote, eh bien, mettons qu'il y ait 60% pour et 40% contre. Eh bien, si 6 de nos députés voteront pour et 4 voteront contre. Voilà ce que nous ferons. Voilà ce que nous ferons. Et c'est ça la démocratie. C'est-à-dire que, ainsi, nos représentants ne seront pas achetables par les lobbies, puisqu'ils porteront la
décision de ceux qui auront voté pour nous, ils la porteront à l'Assemblée européenne et ne décideront de rien. Ça, c'est notre offre. C'est l'offre que nous faisons au peuple français. C'est une offre qui porte un nom. C'est la démocratie. Et cette offre-là, personne ne l'a fait. Nous sommes les seuls, nous, gilets jaunes, libres et indépendants, pacifiques. Nous sommes les seuls, nous qui ne sommes pas un parti politique, mais des citoyens rassemblés pour une action commune. Nous sommes les seuls à faire cette offre. Et si les abstentionnistes l'entendent, ils voteront pour nous. Et s'ils votent pour nous, nous renverserons le gouvernement. Dès le mois de mai, le 26 mai, nous renverserons le gouvernement. C'est mon rêve. C'est pour ça que je me bats depuis 7 mois avec les Gilets jaunes qui partagent ma vision et dont je partage la vision. C'est pour ça que depuis 7 mois, j'ai arrêté toutes mes activités professionnelles, comme tous les Gilets jaunes d'ailleurs. Il faut le dire. C'est pour ça que depuis 7 mois, j'ai des problèmes d'ordre privé, j'ai des problèmes d'ordre professionnel. C'est parce que ce rêve a pris toute la place dans mon cœur. Et je me battrai jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au 26 mai pour réaliser ce rêve. Et si vous faites en sorte que nous ayons des élus, alors je continuerai à me battre pour ce rêve, jusqu'à ce que nous en finissions définitivement avec le régime qui nous opprime. Voilà mes amis. Moi, je voudrais parler un petit peu plus sur nos objectifs qu'on a mis en place et qu'on a proposés. Ça reste des objectifs, ça reste pas effectivement un programme qui est souvent, qui est souvent bloqué par les hommes politiques et qui va jamais au bout. Nous, c'est des objectifs, donc c'est complètement différent des objectifs qu'on va essayer de mettre en place et qu'on mettra en place si nous sommes élus. Donc ces objectifs, effectivement, c'est qu'on veut créer un référendum d'initiative citoyenne au niveau de chaque député. C'est-à-dire chaque député aura le moyen de proposer en région des permanences où les gens pourront voter ce que les députés pourront proposer au niveau des lois et pourront s'exprimer, oui ou non, sur des thèmes précis. Donc chaque député sera un peu tributaire et sera même complètement dépendant des votes qui seront faits dans les permanences. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on va apporter. Ça sera fait à notre niveau. Peut-être que vous dites que ce n'est pas suffisant, il n'y aura pas assez de députés, mais il faut un début à tout. Peut-être que des gens après nous copieront, peut-être, etc. On va essayer d'apporter une nouvelle solution. Bien des gens sont battus pour apporter des nouvelles solutions. Ils ont commencé avec rien, ils sont allés très loin. Donc c'est ce qu'on veut faire. On veut commencer avec une pierre pour que les autres nous suivent et effectivement construire et alimenter ce qu'on veut faire. Et on veut justement que les gens continuent à apporter des pierres et on veut effectivement que les gens, petit à petit, nous aident à construire ce chemin qui vont amener les gens à plus de respect, à plus d'humanité, à plus un meilleur pouvoir d'achat, plein de choses qu'ils pourront avoir qu'ils n'ont pas actuellement. Donc on veut aller sur les réformes des institutions européennes. On veut déposer une motion de censure au niveau de la Commission européenne. On veut effectivement la transformer et on veut effectivement changer cette Commission européenne grâce à cette motion. Au niveau du pouvoir d'achat, donc vous connaissez la taxe Tobin. Elle a été adoptée en 2011 et mise en place théorique en 2007 au niveau de l'Europe, mais elle a été testée qu'en Suède. Nous voulons vraiment la proposer au niveau de l'Europe, de tous les pays européens, et de la France, bien sûr, de tous les pays. Si elle est mise en place au niveau de la France et suivie par de nombreux pays européens, elle sera très très efficace. Donc on sera une taxe qui sera de 0,01%
qui est vraiment très faible et qui peut rapporter effectivement beaucoup d'argent. On va suivre cette taxe et aussi on va aller plus loin. On va rajouter effectivement des micro-taxes au niveau des transactions électroniques et des transactions financières. Quand on dit transactions financières, c'est effectivement là où il se fait le plus de flux d'argent. C'est les traders qui, en appuyant sur un bouton, balancent des millions et des millions d'euros, tout est bon. Donc, en mettant cette micro-taxe, on pourra effectivement récolter énormément d'argent pour nos concitoyens. Donc, on pourra arriver à récolter entre 50 et 200 milliards facilement au niveau de l'Europe. Donc, le pouvoir d'achat, donc effectivement, toutes ces micro-taxes et ces taxes qu'on va récupérer, qui seront très sensibles et qui n'auront aucune répercussion sur les Français lambda, vont permettre effectivement de financer la baisse de TVA, une baisse de TVA et effectivement une baisse de TVA sur les produits énergétiques et les produits de première nécessité. C'est vraiment la solution au niveau européen pour avoir du pouvoir d'achat. On n'est pas là pour vous promettre des mesurettes de perlimpinpin. On a des mesures qui sont concrètes et réalistes et réalisables. C'est très important. La justice fiscale, effectivement, pendant des décennies, les balances qui ont profité de la largesse de nos citoyens, frais de dossier, AGO, etc. Donc nous voulons taxer à hauteur de 0,1% tous ces frais directement qui seront payés par les donc ces frais seront directement reversés aux retraités et aux seniors parce que, effectivement, au niveau des retraites, il y a un gros problème. Et avec cette justice fiscale, on pourra pallier à tout ça. On aura aussi une partie lutte contre l'évasion fiscale, où effectivement on veut mettre en place un plan pour récupérer sur les entreprises qui font plus de 50 millions de chiffre d'affaires 1% de taxes. Ce ne sont pas que des taxes, effectivement, ce sont des choses qui sont toujours mesurées. Donc on pourra récupérer effectivement un flux financier important. Donc ça, c'est pareil, c'est au niveau de la dépendance individuelle des langues du 4. Je vous passe Francis. 2 mots sur les taxes. Le problème du néolibéralisme, c'est toujours le même. Le problème du néolibéralisme, c'est que, voilà, c'est 2 principes fondamentaux. On ne sait pas gérer, donc on privatise et on taxe. Le deuxième, c'est on ne sait pas produire, donc on importe. C'est comme ça qu'on flingue un pays, c'est comme ça qu'on flingue un continent, c'est comme ça qu'on flingue une nation. La France, par exemple, importe 70% de ce qu'elle consomme. La France importe 70% de ce qu'elle consomme. C'est-à-dire que la France est esclave des pays dont elle importe les marchandises. Un pays qui exporterait par exemple 70% de ce qu'il produit, lui, c'est un pays qui a le pouvoir. Un pays qui est obligé d'importer 70% de ce qu'il consomme, c'est un pays qui est esclave. Donc les néolibéraux, qui finalement prônent l'esclavage des peuples pour faire leur bénéfice, pour faire leur marge, ils nous imposent ça. C'est pour ça que là, vous avez vu, on a à l'heure actuelle en France comme tyran quelqu'un qui liquide la France. Il liquide la France. C'est le liquidateur. Voilà, il liquide tout. Voilà. Nos biens, notre patrimoine, il le liquide. Parce que voilà, gérer, on ne sait pas faire, donc on privatise et on taxe. Et ça, c'est tragique. Parce qu'une fois qu'on n'a plus rien à soi qui nous appartient, ça c'est grave. Et c'est pas l'Europe qui fait ça, mes amis. On en reparlera de l'Europe. Mais l'Europe, c'est un espace consultatif. Il faut bien le comprendre, contrairement à ce qu'on vous raconte. L'Europe ne peut rien imposer aux États-nations. L'Europe n'a pas de police. Il n'y a pas de police fiscale, il n'y a pas de police tout court, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de constitution, l'Europe n'a pas de loi, l'Europe ne perçoit pas d'impôts. L'Europe, elle fait ce qu'on appelle des directives de temps en temps, c'est-à-dire elle donne des objectifs à plus ou moins long terme, et elle fait ce qu'on appelle des recommandations, elle dit, ah ben voilà, il faudrait peut-être faire ci, il faudrait peut-être faire ça. Et les États-nations, ils arbitrent ça souverainement, ils décident on va faire ça, ou on ne va pas faire ça. Il y a à peine 30% des recommandations européennes qui sont appliquées par les États-nations. Donc le problème,
Il ne vient pas de l'Europe, le problème il vient de la façon dont les gouvernants utilisent l'Europe. Et comment est-ce qu'ils utilisent l'Europe? Ils utilisent l'Europe en disant, ben voilà, quand ça les arrange, ben, ils ne respectent pas les recommandations, et quand ça les arrange pas, ils disent par exemple, oh, ben, on ne peut pas, on est obligé, c'est l'Europe qui nous impose ça. Mais c'est pas vrai. Tout ça c'est bidon. C'est bidon, je peux vous donner plusieurs exemples, par exemple en ce qui concerne la monnaie. La monnaie. Là on nous fait croire que si on ne sort pas de l'Europe, et que les Françaises et les Français, après un référendum, demandaient à ce qu'on récupère la monnaie, bon, on leur dit là, c'est pas possible parce que l'Europe s'y oppose. C'est faux. Il y a 9 pays en Europe qui n'ont pas l'euro. Et alors, ils font quand même bien partie de l'Union européenne. Et en plus, la fameuse loi de 73, parce que c'est une loi nationale, finalement, qui nous empêche de récupérer le franc, si on voulait le rétablir. Ben, cette loi du 3 janvier 1973, elle a été abolie le 1er janvier 1994. C'est dire que si aujourd'hui les Françaises et les Français réclamaient que la France récupère sa monnaie, c'est possible, elle peut le faire, et elle peut même le faire en restant dans l'Union européenne. Oui, je pense que oui, c'est nécessaire, on a besoin de dévaluer, on s'est pris vraiment une grosse balle derrière la tête avec l'euro, où les choses sont mises à coûter 7 fois plus cher sans que nos salaires augmentassent de 7 fois. C'est ça le problème. Et c'est sûr que je pense que ça nous aiderait. Maintenant, c'est pas à moi de décider, Francis Lalanne, il n'y a aucun politicien de décider, c'est au peuple français de décider. C'est pour ça qu'il faut logique, c'est pour ça qu'il faut des référendums, c'est pour ça qu'il faut demander au peuple qu'il donne son avis. C'est pour ça que nous voulons créer des moyens de démocratie, pour qu'on montre que c'est possible pour les peuples de se gouverner eux-mêmes. C'est ça qu'on veut démontrer. Maintenant, si on regarde bien comment fonctionne l'Europe, et quand on a compris que ce sont les gouvernants qui décident ou pas d'appliquer une recommandation. Parlons de la taxe Tobin. Elle existe, elle a été votée en 2011. Elle est mise en application, enfin, potentiellement applicable depuis 2016. D'accord? Au niveau du texte, etc. Et des protocoles. Elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. Alors qu'avec cette taxe Tobin, qui d'ailleurs serait prélevée, en tout cas en ce qui concerne la part de la France, par la France, c'est-à-dire que ce ne serait même pas l'institution européenne qui récupérerait cette taxe, c'est directement la France. Avec ça, on pourrait justement financer la baisse de la TVA à taux zéro pour les produits de première nécessité pour la facture énergétique, comme nous le demandons. Mais on nous dit, ah ben non, on ne peut pas, parce qu'il y a un verrou européen. Il y a un verrou européen, oui, une directive qui dit qu'on ne peut pas baisser la TVA au-dessous de 5%. Déjà, tu vas au Luxembourg, elle est à 3%. C'est bizarre, ils n'ont pas eu la directive. Et en plus, c'est faux. Ils ont même créé des moyens, des clauses d'urgence qui permettent d'un coup de baisser la TVA en dessous de 5%. Il y a toujours un moyen de s'arranger. Donc en fait, on est souvent en réalité, et on fait croire aux gens, quand on ne peut pas, et quand on est au gouvernement, et qu'on ne peut pas écouter les gens, on leur fait croire que c'est à cause de l'Europe. C'est à ça que ça sert l'Europe. De manière négative. Mais l'Europe, ça sert aussi à autre chose, à des choses positives. Par exemple, il y a des idées, il y a des très bonnes idées en Europe. Les Espagnols, ils ont osé taxer les banques sur le bénéfice. D'accord? Ben, si on fait pareil, avec ça, ils ont financé les retraites. On peut faire pareil. Si demain, on taxe les banques sur les bénéfices qu'ils réalisent sur les opérations bancaires, c'est quoi? 0,1%, c'est leur budget qui fout. Ça ne va pas les priver. Mais c'est beaucoup d'argent. Et avec cet argent-là, eh ben, on peut financer les retraites. Parce que c'est plus tolérable que chaque fois qu'on a besoin d'argent, on va le prendre aux retraités. Et que tous les ans, nos anciens eh bien, voient leurs acquis remis en question par le pouvoir politique. Alors qu'on pourrait justement, simplement, demander aux banques qu'elles nous restituent un peu d'argent. En 2007, M. Sarkozy a décidé de donner 400 milliards d'euros aux banques pour les renflouer. 400 milliards d'euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 400 milliards d'euros. L'intégralité de l'assiette fiscale française, TVA compris, c'est 300 milliards. C'est-à-dire que 100 milliards de plus. Et cet argent, c'est cet argent aujourd'hui qui fait défaut pour les retraites. Ça a été donné aux banques. Ça a été donné aux banques. C'est notre argent. On nous a pris 400 milliards, on l'a donné, on l'a donné gratuitement aux banques pour les renflouer. Et ce sont ces banques-là, aujourd'hui, qui nous prêtent 84 milliards d'euros par an et qui nous prennent des intérêts là-dessus. Alors, ok, on pourrait leur dire, vous êtes cool, maintenant vous allez nous rendre un peu le pognon qu'on vous a filé, mais on n'est même pas obligé de faire ça. Si on les taxe, c'est juste qu'on les taxe, c'est pas injuste. Ça, c'est pas des taxes injustes.
c'est prendre l'argent là où il est. C'est même pas le prendre aux riches, puisque ça ne les appauvrit pas. C'est faire en sorte qu'on arrête de prendre l'argent dans la poche de ceux qui n'en ont plus pour le donner à ceux qui en ont trop. C'est ça. C'est justice. C'est ce qu'on appelle la justice sociale. C'est ce qu'on appelle la justice fiscale. Parlons de justice fiscale. On a un gros problème d'évasion fiscale, parce que ce n'est pas les petits contribuables qui vont en trouver, c'est rien du tout. Eux, les 3/4 du temps, ils sont l'objet du harcèlement fiscal, et alors que les grands, ceux qui devraient être fiscalisés vraiment parce que eux, ça représenterait un intérêt pour les populations, on les laisse tranquilles. Alors avec les grosses sociétés, ne payent pas d'impôts. Les très grosses sociétés ne payent pas d'impôts. Au-dessus de 50 millions d'euros, on ne paye plus d'impôts, c'est comme ça. Alors les Autrichiens, et voilà, on est en Europe, et l'Europe a des bonnes idées, il faut savoir les prendre et les faire appliquer. Et pour ça, il faut être comme la mouche du coche. Pour ça, il faut être comme le chien dans le jeu de quilles. Pour ça, il faut être une minorité qui n'en a rien à foutre, qui n'est pas achetable par les lobbies. Pour ça, il faut être un gilet jaune. Parce que sinon, ça va toujours fonctionner comme avant. Ok? Eh bien, regardons en Autriche. Nos amis autrichiens, ils ont trouvé une solution pour empêcher l'évasion fiscale. Les grosses entreprises, au-dessus de 50 millions d'euros, sont taxées sur le chiffre d'affaires et pas sur le bénéfice. Et voilà, il n'y a plus d'évasion fiscale. Tu ne peux pas faire ça à une PME parce que tu l'exploses. D'accord? Une petite, moyenne entreprise, c'est pas possible. Il y a un seuil au-delà duquel tu peux le faire parce que tu ne vas pas appauvrir ta société. Et on peut même proposer aux patrons de ces grosses sociétés de déduire s'ils payent leurs charges. On peut leur proposer ça, ça ne changera rien au niveau de l'argent qu'on percevra, et puis ça récompensera les patrons honnêtes, ceux qui payent leurs charges. Voilà. Et si je fais ces précisions par rapport à ces taxes-là, c'est parce que ça, c'est des choses qu'on peut obtenir, parce que ça, c'est déjà prévu par l'Europe. Donc on peut juste, nous, ayant un pied en Europe, ayant identifié les moyens qui sont bons pour le peuple, on peut aller directement s'adresser à notre gouvernement et lui dire, maintenant, ok, maintenant vous allez faire ce qu'on vous dit. Vous allez appliquer cette recommandation européenne, ou vous allez utiliser cette idée que nous donnent les Autrichiens pour ne plus être obligés de prendre l'argent aux pauvres pour le donner aux riches. Ça, c'est une action politique, ça, c'est une action citoyenne que nous pouvons mener. C'est pour ça qu'on vous la propose. Sinon, on ne vous proposerait pas. On ne ferait pas comme les politiciens qui vous vendent des programmes qu'ils ne pourront jamais appliquer. Parce qu'il faut savoir, à l'Assemblée européenne, un député, c'est un contractuel. Il n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir. L'Assemblée européenne n'a pas d'initiative législative. C'est la Commission qui donne à voter. Okay, et même depuis 2008, où soi-disant les pouvoirs de l'Assemblée européenne ont été renforcés, même à supposer qu'un groupe de députés, après avoir fait le parcours du combattant, fasse une proposition de loi, puisqu'ils en ont le droit, elle est soumise à la Commission qui décide si oui ou non elle sera mise au vote. Ok? Et ils sont tous convenus. Ok? Puisqu'ils travaillent tous pour les lobbies, ils n'ont pas été élus au suffrage universel, ils ont été nommés. Ok? Et ça, c'est prouvé. Alors, si je dis ça, c'est parce que il y a malgré tout pour des députés européens un moyen d'agir. Et un moyen d'agir, pas forcément sur l'Assemblée européenne, qui reste consultative, mais un moyen d'agir sur les assemblées nationales, celles des États-nations, en les mettant en demeure d'appliquer les règlements et les recommandations et les directives européennes qui sont bonnes pour le peuple. On fait tout un cinéma autour du glyphosate. Mais franchement, aujourd'hui, si monsieur le dictateur qui occupe la France actuellement ne travaillait pas depuis la France pour les lobbies, il pourrait souverainement interdire l'usage du glyphosate. Monsanto le finance, il va l'interdire. Ben voilà, comme le dit Sébastien, Monsanto le finance, donc il ne va pas l'interdire. Et c'est ça que je veux vous expliquer, c'est qu'en fait, l'Union européenne n'a aucun moyen de coercition, n'a aucun moyen, si vous voulez, par exemple, de poursuivre ou de contraindre un État-nation à payer de l'amende, par exemple, ou à agir dans le sens que préconise l'Europe, ou à aligner la balance économique sur les points de convergence de la monnaie unique, tout ça.
Il n'y a pratiquement aucun État-nation en Europe qui le fait. En fait, c'est surtout important de le faire à cause des organismes de notation, parce que pour qu'on te prête l'argent moins cher, il faut que tu sois bien noté. Tout ça, c'est de la magouille. En fait, en réalité, en faisant pression sur nos gouvernements à nous, sur le gouvernement français, on peut les mettre en demeure de suivre les recommandations qui sont bonnes pour le peuple et d'arrêter de suivre celles qui ne sont pas bonnes, par exemple comme la privatisation des barrages en ce moment, qui prime encore une fois d'une ressource financière, d'une manne financière qui, si elle était bien gérée, pourrait rapporter à la France énormément d'argent et de quoi régler ses problèmes économiques. Voilà pourquoi je vous dis ça. Et voilà pourquoi il est très très important que nous puissions aller en Europe. En Europe, je veux dire, à l'Assemblée européenne, et faire le pont entre le peuple français et le système européen. Et la façon dont on peut harmoniser le bon fonctionnement du système européen avec une bonne gestion de notre pays. Ça, c'est une action politique qu'on peut mener de concert en étant intègre, comme le sont les Gilets jaunes. C'est-à-dire pas achetable et pas corruptible par les lobbies. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne sur un principe démocratique. On parlait du glyphosate. J'ai à côté de moi Sébastien. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux agriculteurs qui vivent une situation terrible. C'est tragique, la condition des agriculteurs. La PAC a créé une situation d'injustice économique où finalement, les agriculteurs qui ont les plus grosses structures, le plus le terrain, reçoivent les plus grosses subventions. Et il y a cette bataille fraternelle, hélas, entre agriculteurs pour avoir la plus grosse exploitation possible pour toucher les prix les plus importants. Et ces grosses exploitations qui finalement vont générer l'usage des pesticides et l'abus des pesticides. Et nous plonger dans un chaos écologique sans précédent. Alors que la France est une terre ancestralement et profondément et intrinsèquement agricole, qu'il faut absolument rendre aux agriculteurs leur lettre de noblesse. Il faut faire de l'agriculture un des centres moteurs de notre activité économique. Il y a, à l'heure actuelle, sur les 30 millions d'hectares cultivables en France, il y a 7 millions d'hectares en jachère qui ne sont pas cultivés. Combien de parcelles pourrait-on donner à des agriculteurs pour faire de la permaculture et respecter le sol et faire valoir le savoir-faire, l'art d'être agriculteur, l'art d'être un paysan. Mes grands-parents étaient là, mes arrière-grands-parents étaient agriculteurs. J'ai été élevé dans cet esprit qui est un esprit de respect vivant, de respect de la terre, d'amour de la terre, de savoir-faire, de savoir-faire pousser, de savoir-faire fleurir, de pouvoir réutiliser, avoir le droit de réutiliser les graines des fruits et des légumes qu'on a semés. On n'a plus le droit aujourd'hui. Pourquoi? C'est pas parce que l'Europe nous en est, c'est parce que les lobbies qui règnent sur les États-nations font dire aux gouvernants de nos États-nations qu'ils n'ont pas le droit parce que l'Europe leur interdit. C'est une magouille. Dans les années 50, en France, dans les années 50, il y avait 15% de population active agricole. Aujourd'hui, savez-vous à combien on est retombé? On est 3%. Vous avez raison, monsieur. C'est-à-dire qu'on est 1% en dessous de la moyenne européenne qui est de 4%. C'est une tragédie. C'est-à-dire, Sébastien parlait de la famine tout à l'heure. Si demain il y a une espèce de grève des transporteurs, et bien au bout de 3 jours, c'est la famine en France. Parce qu'on ne produit plus. Alors que dans les années 50, autour des villes, il y avait une ceinture d'autosuffisance alimentaire qui correspondait à la moitié des besoins. Aujourd'hui, on n'a plus rien. On ne produit plus rien. On ne peut plus s'auto-alimenter si on n'est pas livré par des camions qui en permanence traversent l'Europe en polluant et en surpolluant et en repolluant notre environnement. Pour rien, pourquoi? Alors qu'on a des agriculteurs extraordinaires avec un savoir-faire extraordinaire qui ont tout inventé en termes d'agriculture. Alors qu'on a des terres qu'on n'exploite pas, et alors qu'on a des terres qui sont vouées aux grosses exploitations et qui donc condamnent les petits agriculteurs à ne pas pouvoir faire valoir leur art. Ça, c'est une tragédie.
Ça, c'est une tragédie qu'on pourrait régler. Et on n'oublie pas les agriculteurs qui se suicident. Oui, voilà. Oui, oui, voilà, c'est très important. Oui. Et il n'y a pas simplement que les agriculteurs qui se suicident. Hélas, il y a aussi des agriculteurs qui meurent de maladies à cause des produits auxquels ils sont exposés en permanence dans les grandes exploitations. C'est tragique ce qui se passe. C'est tragique. Et il nous faut de l'agriculture urbaine. Il nous faut de l'agriculture partout. La France doit être un pays agricole, c'est sa vocation première. Elle a perdu l'essence même de ce qu'elle est en renonçant à cultiver et en tombant dans ce système qui consiste à avoir la plus grosse exploitation pour toucher la plus grosse prime de la PAC. Et la PAC, on peut la faire évoluer plus sur le qualitatif que sur le quantitatif. Mais pour ça, il faut être une minorité. Pour ça, il faut être un trouble fait. Pour ça, il faut être des gens qui sont pas multiples, des gens qui dénoncent. Ce que nous sommes, nous les Gilets jaunes libres et indépendants, qui ne voulons pas que les Gilets jaunes votent pour des partis politiques, qui voulons que les Gilets jaunes votent pour les Gilets jaunes. Et donc, ce que je veux dire, c'est que cette Europe aujourd'hui, elle, en fait, en vérité, elle n'est qu'un prétexte. Elle a de bonnes idées. Si on suit ces bonnes idées, alors on peut faire beaucoup de bien au peuple d'Europe. Si on continue à l'utiliser simplement pour avantager ceux qui veulent faire de l'évasion fiscale, ce qui est le cas de M. Juncker et de la Commission depuis trop longtemps, c'est pour ça que nous voulons le dégager, eh bien, cette Europe, finalement, elle sert d'outil à des tyrans pour appauvrir la nation. Ce que je veux dire, c'est que, sincèrement, ceux qui veulent nous faire peur avec l'Europe nous empêchent de regarder la vraie nature du problème et de savoir d'où vient le problème. Le problème, ne nous leurrons pas, mes amis, il ne vient pas de l'Europe. Il vient, en ce qui nous concerne, de la façon dont la France est gérée. Et rien en Europe ne peut empêcher quelqu'un qui gérerait bien la France aujourd'hui de bien la gérer. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Merci. Je voudrais ajouter parce que, voilà. Donc avec la taxe sur le produit financier, on peut... La taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises. Avec la taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises, on pourra effectivement financer tout ce qui est dépendance et l'handicap. Donc ça c'est important parce qu'on a un gros problème en France et en Europe sur le handicap où effectivement on a les gens qui n'arrivent pas à finir le fin de mois, les gens qui sont vraiment dans le désespoir et en tout fin de tout ça, on a les problèmes des gens qui sont en situation de handicap et dans une extrême pauvreté. Et ça, c'est inqualifiable. On ne peut plus vivre dans cette société en ayant des personnes qui souffrent et qu'on prend plus souffrent. Ce n'est plus acceptable. Donc cette taxe nous permettra ça. On peut aussi proposer un label éthique, exemplarité, transparence, information et concertation. La création d'un label éthique pourrait servir donc justement aux politiciens de faire respecter les référendums qu'on pourrait proposer, leur engagement et la transparence. On pourrait aussi on enlèvera de tout ce qui est opacité, on enlèvera tout ce qui est voile par rapport à ces hommes politiques, tout ce qui nous cache, et on pourra effectivement mettre ce label en place. Donc c'est important donc, que ces gens-là, on puisse leur mettre un carton rouge quand ça ne va pas. Parce que le carton rouge, ils sont là pour nous servir, ils ne sont pas là pour nous desservir, ce sont nos serviteurs, c'est pas le contraire. Ce qui se passe en ce moment, c'est nous qu'on est c'est eux les serviteurs, c'est pas nous. On ne peut pas inverser les rôles et c'est ce qui se passe. Donc ça, c'est très important. On veut aussi mettre en place, et j'ai à cœur aussi ce projet, c'est de mettre en place une assemblée composée de citoyens de moins de 25 ans, destinée à mettre des problématiques et mettre ces jeunes, les mettre en termes de porteurs de projets,
et donner la parole aux jeunes. Ces projets sont cadrés par des assistants parlementaires qui pourront les aider dans la mission pour qu'ils soient réalistes et pour que ces jeunes-là puissent prochainement les proposer. Parce qu'effectivement, sans notre jeunesse, on n'est plus rien. On doit les aider aussi, nos jeunes. Et c'est notre avenir. Ils sont aussi les oubliés de cette France. Dorénavant, il faudra compter avec l'Alliance jaune. Nous défendrons jusqu'au bout les principes des peuples et de disposer d'eux-mêmes lors d'outils d'initiative et de référendum citoyen. C'est très important. Voilà, on vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. On va faire passer le micro pour ceux qui souhaitent vous poser des questions par rapport à ce que vous avez dit. Si vous avez moins d'interrogations sur ce qu'on veut proposer en objectif, sur nous, sur ce qu'on a fait, notre parcours, n'hésitez pas, c'est le moment. C'est avec plaisir qu'on pourra vous répondre. Mais c'est qu'on va poser des questions. Mais c'est très bien. Si tu as des questions, vas-y. Non, je n'ai pas. Tu n'as pas de questions. Ouais, vous êtes un peu timide dans la salle, on aimerait bien qu'on ait un petit peu plutôt un échange entre nous. Si, j'en ai une. Ah, vous avez une question? Oui. Il y a un numéro 2 sur la liste Alliance jaune. J'aimerais bien qu'on en parle un peu. Est-ce que vous pourriez en parler? Oui, alors, Merci. oui. C'est la numéro 2 sur la liste de l'Alliance jaune, c'est la numéro 1. Pour moi, c'est la première dame de cette liste et c'est une dame, une grande dame, pour laquelle j'ai une admiration et une estime infinie. Et elle nous a fait un honneur inestimable en acceptant de se joindre à nous. C'est Sophia Albert-Salméron, l'avocate des Gilets jaunes. Quand je dis l'avocate des Gilets jaunes, c'est qu'il y a des avocats parmi les Gilets jaunes. En tout cas, notamment un qu'on voit beaucoup à la télévision, mais on ne voit pas beaucoup plaider pour les Gilets jaunes gratuitement dans les salles d'audience où ils sont malmenés, maltraités par la justice, qui abuse de ses prérogatives, puisque nous assistons aujourd'hui à une sorte de gouvernement des juges qui procède à des gardes à vue sans motif, ce qui n'est pas de droit, des emprisonnements abusifs, ce qui est honteux pour le pays des droits de l'homme. Et d'ailleurs, pendant que nous dormons, mes amis, et bien par exemple, on nous pond des lois qui ne sont absolument pas constitutionnelles, puisque vous savez que le principe de la séparation des pouvoirs est un principe sacré dans notre République. Et bien là, nous avons eu une loi qui donne l'autorisation à un policier de se transformer en juge, puisqu'on a des rappels à la loi avec obligation. C'est-à-dire qu'un policier peut juger que vous allez faire des travaux d'intérêt général, par exemple. Alors que les travaux d'intérêt généraux, c'est des choses que, par exemple, on peut refuser dans une cour de justice. Par exemple, on peut vous dire, vous choisissez entre la prison, un travail d'intérêt général, et vous avez le droit de choisir la prison. C'est le policier qui décide, en fait, de aller faire 2 mois de travaux d'intérêt généraux. Tout ça, ces abus de droit, qui sont aujourd'hui monnaie courante dans notre pays, et qui un jour seront jugés par des cours internationales. Et d'ailleurs, nous nous y employons, Sophia Albert-Salméron et moi, puisque nous allons engager une procédure contre l'actuel tyran qui est au prix de la France et son ministre de l'Intérieur, que nous allons faire comparaître. Nous l'espérons très rapidement, en tout cas le recours va partir la semaine prochaine devant la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité. Je voudrais dire simplement un mot sur Sophia Albert-Salméron. Sophia Albert-Salméron, depuis 7 mois, elle a arrêté sa vie professionnelle et elle a consacré l'intégralité de son temps à plaider pour les Gilets jaunes, gratuitement. Voilà. Donc, à ceux qui veulent nous donner des leçons, à ceux qui font des chartes pour dire qui est Gilet jaune. Ah oui, ils ont dû se reconnaître. À ceux qui écrivent des chartes pour expliquer qui est gilet jaune et qui n'est pas gilet jaune, je dis qu'il
il serait vraiment scandaleux de continuer davantage à donner des leçons de gilets jaunes à notre liste, car notre liste est composée exclusivement de gilets jaunes, et à l'image de Sophia Albert-Salmeron, des gilets jaunes qui ont donné tout leur temps et toute leur vie, depuis 7 mois, à défendre les gilets jaunes, à protéger les gilets jaunes gratuitement. Et je voudrais pas oublier Jérémy Clément, qui est numéro 3 sur notre liste, et qui est un gilet jaune, je vais dire incontestable. Comme nous sommes tous sur la liste, personne ne nous enlèvera nos gilets jaunes, et personne n'a le droit de nous donner des leçons de morale ou de gilets jaunes. Nous sommes tous des gilets jaunes, ok? Chacun est aussi légitime que l'autre. Et c'est pas parce qu'il y a des vues à la télé avec un gilet jaune qui sont plus légitimes que les autres. Et maintenant, il faut bien comprendre que tous ceux qui essaient de nous diviser, tout en prêchant l'union, ne travaillent pas pour le gilet jaune. Ils travaillent pour le système. Les collabos. Je voulais rebondir par rapport à Sophia. Ce soir, je crois qu'elle avait des rencontres avec d'autres assemblées de Gilets jaunes. Elle est, je crois, dans le Gard et dans d'autres régions. Et elle est avec des assemblées. Elle est en train d'unir d'autres mouvements. Donc, notre mouvement Alliance Jaune est en train de s'amplifier énormément. Dans le sud, dans l'Ardèche, dans plein de départements. En Vendée. En Vendée. En Vendée. On a des régions phares comme ceci, on a effectivement des régions qui sont un peu plus difficiles, mais on arrive quand même à avoir une très grosse influence sur pas mal de régions. Et on va continuer dans ce sens-là. Moi je ne lâcherai pas, de toute façon, je ne lâcherai jamais. Parce que bon, effectivement, je ne vois pas de meilleur combat que le nôtre. Voilà, j'ai du mal à trouver. J'attendais depuis longtemps et donc voilà, maintenant je suis là, j'y reste, et je continue. Voilà, je suis rien. Voilà, je suis rien, les amis. Monsieur, vous vouliez dire quelque chose? Oui, pour ce que vous dites. Vous êtes... Attendez, repassez. Ouais, bonsoir. Vous allez mettre le président et le Premier ministre sous la communauté européenne, avec des lois. Mais vous êtes sûr que ça va aboutir? Parce qu'il a vraiment des ressources. Donc c'est le... Est-ce que... Dites-moi à peu près comment ça va se passer. Très bien. Comme ça, je pourrais éventuellement le comprendre. Il y a dans un document très important qui a été co-signé par les États-Nations, qui s'appelle le Statut de Rome. Un texte, c'est l'article 7, qui traite de ce qu'on appelle le crime contre l'humanité et qui définit très clairement ce qu'est le crime contre l'humanité. Et dans les caractéristiques du crime contre l'humanité, il y a bien sûr ce à quoi on pense tout de suite, qui est le génocide. Mais il n'y a pas que le génocide. Chaque fois que des personnes, parce qu'on est dans un tribunal pénal, c'est pas l'État qu'on va juger, mais des personnes, quand des personnes qui exercent un pouvoir s'en prennent directement à des populations civiles identifiées pour des raisons politiques, procèdent à des emprisonnements abusifs, à, par exemple, se mettre à ficher des opposants politiques, agressent, portent atteinte à l'intégrité physique ou morale de personnes physiques de la population civile clairement identifiées comme étant un regroupement politique, eh bien, le statut de Rome, article 7, définit ces actions comme étant des crimes contre l'humanité. La procédure est la suivante. Quelqu'un, en l'occurrence, j'ai été à l'initiative de ce recours, j'ai lancé une pétition qui a été signée par plus de 100 000 personnes en France, demandant qu'on puisse se constituer pour faire comparaître les deux personnes dont il est question. Eh bien, c'est joint à moi, Sophia Albert-Salmeron, nous avons contacté un avocat agréé à la Cour pénale internationale
qui a procédé à ce qu'on appelle l'écriture d'un recours. C'est un recours. Donc on dépose ce recours devant un procureur de la Cour pénale qui l'examine. Donc si les éléments de preuve que l'on fournit sont suffisamment probants, eh bien, il fait comparaître immédiatement les personnes visées. S'il a besoin de préciser encore les éléments du dossier, de vraiment, s'il n'est pas totalement convaincu par les pièces qu'on lui apporte, à ce moment-là, il peut demander une enquête, soit diligentée. Et si les éléments ne lui semblent pas du tout probants, il va rejeter la demande. En l'occurrence, avec toutes les vidéos qu'on a, avec tous les témoignages de blessés qu'on a, et d'ailleurs, si vous en avez parmi vous, nous, on est preneurs, plus le dossier sera gros, et plus on aura de chance de faire comparaître ces personnes. Donc, je pense qu'il ne peut pas la rejeter. Je crois qu'au pire, il pourra demander une enquête. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, Sophia et moi, nous sommes extrêmement optimistes sur le devenir de ce recours. Alors, bien évidemment, vous avez très justement évoqué la corruption, les tous secondes, les trafics d'influence, nous connaissons tout ça. Et nous sommes devant l'opinion internationale, où ces gens-là n'ont pas toujours que des amis. Et croyez bien que ce qui existe dans un sens existe dans l'autre. Et que nous sommes suffisamment déterminés, Sophia, Albert, Saméron et moi, pour ne pas nous laisser intimider par ce genre de personnage et ce genre de contexte. Donc nous irons jusqu'au bout, nous nous battrons jusqu'au bout pour que ces deux personnes comparaissent et répondent des crimes qu'ils ont commis. Et personnellement, même si moi-même je ne suis pas petit commerçant, mais je suis, tout comme les agriculteurs sont dans une situation dramatique, les petits commerçants le sont aussi, et c'est volontaire. On veut les faire tomber, tous les petits commerçants. Et je voulais savoir s'il y avait quelque chose de fait dans ce sens, enfin de prévu à faire dans ce sens. Les petits commerçants et nos artisans. Voilà, exactement. Alors si vous permettez, notre spécialiste sur la liste, sur ce sujet, madame, et c'est très bien que vous nous posiez cette question, c'est Denis, et il va répondre à votre question. Parce que nous, sur notre liste, on a plein de spécialistes. Enfin, ça n'existe pas les gens qui sont bons sur tous les sujets, d'accord? Donc nous, on est 79, on s'est donné de grosses chances, vous voyez, de réunir des spécialistes dans les divers domaines, et Dominique est dans notre liste qui nous apporte sa compétence sur les sujets. Voilà, donc, au niveau des petits commerçants, donc, ce qu'on rencontre souvent, c'est, je ne sais pas, vous êtes en village, vous êtes en ville, vous êtes en centre-ville? Non, en village. En village. Donc le problématique qu'on a dans les villages, effectivement, c'est ce manque d'attractivité qu'on rencontre souvent, mais qui est dû justement à toutes ces aides qu'on donne à la grande distribution pour les aider à construire encore des mètres carrés, à savoir que en 2017, il y a eu énormément de construction de périphéries, de centres commerciaux supplémentaires. On a pu rencontrer ça notamment sur divers secteurs. On va bientôt avoir ça sur Saint-Étienne, où Saint-Étienne, ils vont vider le centre-ville, il y a 2400 commerçants, avec la nouvelle zone qui va être construite, ils vont aspirer pratiquement toute l'attractivité du centre-ville. Il va rester plus rien pour ces pauvres commerçants. Donc ça va être quoi? Ça va être une zone de chalandise qui sera en périphérie, qui va aspirer tous ces petits commerces. Et cette aspiration, elle va profiter à quoi? On a en face 2400 commerçants qui ont des salariés, qui les payent, qui arrivent à faire une trésorerie, qui arrivent à faire un roulement et qui amènent
une richesse au centre-ville et une richesse autour d'eux. Et en dehors, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une zone de marchandise où il y aura 50 magasins avec 600 emplois précaires. Emplois précaires, puisque c'est des gens qui sont très mal payés, qui n'auront pas grand-chose, et qui vont enrichir une quarantaine de personnes. Donc la balance, elle est quoi? On va enrichir une quarantaine de personnes, et de l'autre côté, on va laisser crever 2400 commerçants. Et qu'est-ce qu'ils font nos politiques? Eh bien, ils choisissent la balance qui les arrange, toujours la même. Donc il y a ce problème-là. Puis il y a le problème aussi des stationnements qu'on rencontre, surtout dans les grandes villes, pas trop en campagne, mais bon, on a plutôt un problème d'attractivité en campagne, c'est encore différent. Dans ces villes, on a mis en place la loi Mattman. C'est une loi qui était décidée en 2014, qui a été appliquée fin 2017. Donc qu'est-ce qu'elle a permis? Elle a permis effectivement de créer de nouvelles zones de stationnement. Et ces zones de stationnement ont été créées hors périphérie, hors centre-ville. Donc les gens, ils ont dû se garer hors centre-ville. Avec cette nouvelle loi, ça a obligé les maires à investir dans des nouveaux parcs-mètres, dans des voitures verbalisateurs. Donc c'est des voitures qui passent, qui verbalisent en automatique. C'est très très grave dans des grosses villes comme Marseille, comme des grandes villes qui sont vraiment très impactées, puisque c'est l'automatisation, c'est l'utilisation de l'amende, fait que les gens, ils vont se faire avoir une fois, deux fois, trois fois, mais après ils ne retournent plus en centre-ville. Tout ça a été financé avec les 5 milliards que l'AREM avait proposé, 5 milliards protégeons nos cœurs de ville. Effectivement, protéger nos cœurs de ville en mettant des parcs-mètres et en rajoutant des parkings en périphérie. C'est complètement stupide. On ne protègerait rien du tout. On appauvrit les pauvres petits commerçants qui sont victimes directes de ces centres-villes. En ce qui concerne les petits villages, il serait temps aussi, je pense que les maires font beaucoup d'efforts, mais ça ne suffit pas. On devrait avoir, comme pour les agriculteurs, pour nos petits villages, on devrait avoir une prime européenne qui pourrait être mise en place comme la PAC, mais pour les petits commerces qui souffrent dans les petits villages, parce qu'on doit maintenir ce qu'ils ont fait. Les Suisses ont fait ça, hein, ils ont maintenu, c'est dans la loi suisse, où vous avez toujours dans un village une obligation d'avoir une poste, une station-service, une épicerie. Nous, ça n'existe pas en France. Donc cette loi, elle a été votée. Et ça a permis de sauver beaucoup de petits villages qui étaient en perdition. Voilà, donc à savoir que 60% de nos territoires est en mode de ruralité, donc c'est très important de le mettre en place. Je ne vois pas comment les politiques continuent à nous mettre dans cette situation, en sachant très bien que ce qui les intéresse seulement, c'est les métropoles, les médias métropoles même, parce qu'ils savent très bien que c'est là où il y a 80% du PIB. Nous, on est rien du tout. Par contre, on est 70% du territoire. Mais bon, on ne les intéresse plus. Il faut dire les choses, on ne les intéresse plus. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est de l'intelligence artificielle. C'est pire que ça, je suis d'accord avec vous. Bon. Ils nous méprisent, c'est volontaire. Je vous rejoins totalement avec ça. C'est du mépris. On devrait nous donner des médailles quand on ouvre un commerce. On devrait, je sais pas, c'est incroyable. Il faut avoir une abnégation incroyable. On passe des heures, des journées, des heures pour rien. Pour payer des charges, pour redonner de l'argent, pour redistribuer de l'argent dans un cycle. Mais on ne voit jamais rien arriver. C'est intenable. Et madame, on vous comprend totalement. Et on mettra des choses en place au niveau européen. On va trouver des choses pour vous. On sera là pour ça. Je ne suis pas commerçante. Hein. Mais c'est pas grave. Moi, ça me touche au cœur. Tout ce qui est commerce, voilà, c'est vraiment, il y a un gros problème en France. On est en train d'appauvrir nos campagnes, on est en train de voir nos centres-villes placardés de panneaux publicitaires pour cacher la misère. On est un des pays où il y a le plus de tourisme. Mais les touristes, ils vont aller voir quoi dans les centres-villes? Ils vont aller voir des murs placardés. Ils vont aller voir quoi? Ils vont visiter quoi? Donc non seulement on va perdre nos commerçants, mais on va perdre nos touristes, on va perdre tout. Mais il faut quand même être réaliste, arrive un moment. Il y a un bout à tout. Et ce bout à tout, on est en train de le toucher. Ils nous prévoient, ils nous parlent de plan, mais c'est un plan Marshall qu'il faut mettre en place. C'est vraiment quelque chose de dur. Il faut aller voir chaque commerçant, leur dire voilà, c'est quoi votre difficulté? Et pas seulement aller voir un peu un commerçant pour lui proposer la couleur du pot de fleurs, dire voilà, on fait une activité, voilà, des trucs complètement stupides. Donc, nous on l'a subi,
Donc il faudrait à ce moment-là alléger les charges à ces commerçants et les aider énormément. Donc ces commerçants, ils ont besoin de nous aussi. Oui, tout à fait, alléger leur charge. Oui, tout à fait. Alléger leur charge, et au même titre qu'il existe la PAC pour les agriculteurs, je pense qu'il faudrait créer une aide pour les commerçants. Voilà, vraiment une aide, et je trouver des solutions. Il faut surtout arrêter de donner tous les pouvoirs et de mettre tous les pouvoirs entre les mains de cette personne. Aujourd'hui, on peut tout à fait envisager justement la distribution des compétences aux microstructures plutôt qu'aux macrostructures. Aujourd'hui, les macrostructures ont démontré qu'elles ne font pas le bonheur des gens et plus on déléguera des compétences aux microstructures locales et on les laissera faire leur loi et gérer justement l'installation de ces grosses structures phagocytaires qui détruisent par les avantages dont elles bénéficient la vie des petits commerçants qui sont écrasés par les charges. Mais tout ça, comme vous l'avez très justement dit madame, c'est une volonté. C'est la volonté de créer un monde dont nous ne voulons pas. C'est pour ça que il faut, vous savez, des fois il faut savoir être simple. L'urgence, c'est de mettre ce gouvernement en minorité. Et il y a une manière très simple de le faire. C'est, dès le 26 mai, de voter pour les démocrates, de voter pour les gilets jaunes, de voter pour la liste hors système. Pourquoi? Parce qu'avant même de pouvoir agir, nous serons identifiés, non pas en tant que minorité, mais en tant qu'une force majoritaire, une majorité silencieuse française qui n'en peut plus et qui ne veut plus de ce gouvernement. Si ce gouvernement se trouve en minorité, et s'il n'est pas mis en minorité par un parti du système qui va faire exactement la même chose que lui quand il aura pris sa place. Il n'y a aucune raison qu'un parti du système s'entraîne au système puisqu'il se gave avec le système. C'est absurde d'imaginer qu'un parti d'opposition qui est un parti du système aujourd'hui va faire quelque chose, quoi que ce soit pour modifier ce système. Il va continuer à développer ce système. Il faut maintenant que les Françaises et les Français acceptent l'idée de voter pour ce qu'ils ne connaissent pas, de ne plus voter comme avant. C'est très très important parce que tout va partir de là. À partir du moment où ces gens-là vont être mis en minorité, là ils vont commencer à changer leur vision des choses et ils vont commencer à envisager à changer leur politique pour ne pas perdre le pouvoir, mais il faut les dégager. Et c'est très simple, on a un scrutin proportionnel à un tour. Donc il n'y a pas de magouille de deuxième tour possible. Si tout le monde vote en masse pour la liste jaune, si le miracle se produit, on va mettre en minorité le système, on va le mettre à genoux. Et là, il va être bien obligé de nous écouter parce qu'après, on va leur faire le même coup au municipal, après on va les faire le même coup dans toutes les élections. Et ils ne vont pas vouloir aller jusque-là, ils vont se mettre à table et ils vont négocier pour ne pas perdre leur gamelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Des fois, la politique, ça peut être tout simple. Là, franchement, qui que ce soit qui soit élu aux élections européennes, ça ne changera rien à la vie des Français. Rien. Quels que soient les députés qui seront choisis de droite, de gauche, des partis d'institution, ça ne change rien. Le boulot sera fait, c'est rien le boulot d'un député européen, franchement, en vérité. Même s'il se donne du mal, c'est rien. Pour être couvreur, pour être plombier, pour être boulanger, pour être agriculteur, pour être artiste, et même chef d'entreprise, il faut des compétences. Mais pour être député européen, franchement, il faut zéro compétence. Il faut savoir lire, écrire, avoir un cerveau, savoir appuyer sur un bouton. Et encore, quand vous faites partie d'un parti politique, vous n'avez même pas choisi le bouton, c'est le parti qui vous le dit parce qu'il a reçu ses ordres des lobbies. Donc c'est vraiment pas compliqué. Donc il n'y a pas d'enjeu véritablement à choisir l'un ou l'autre. L'enjeu consiste à mettre en minorité ce gouvernement et pas le faire mettre en minorité par un parti de l'opposition, puisque c'est la même chose. Le faire mettre en minorité par des citoyens, des citoyennes qui ne font pas partie d'un parti politique, qui sont juste une émanation pure et simple du peuple français. Comme s'il y avait eu un tirage au sort du peuple français de 79 citoyens qui sont là pour contredire la politique de l'actuel gouvernement. Mais voilà, c'est comme s'il y avait eu 79 citoyens tirés au sort, 79 amateurs qui tout d'un coup vont prendre la place des professionnels, des politiciens véreux qui depuis trop longtemps se perpétuent au pouvoir parce que nous ne sommes pas capables de ne pas voter comme avant. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on a les gouvernements qu'on mérite.
on a les gouvernements qu'on mérite. Si nous ne sommes pas capables de ne plus voter comme avant, eh bien, que tout ce qui nous arrive, nous le méritons. Il faut le comprendre, ça. Vous savez, ce qu'on appelle la zone de confort, et dont nous n'arrivons pas à sortir, c'est pas toujours une zone confortable. La zone de confort, hélas, comment la définir? C'est celle qui nous relie à nos repères. Et lorsque notre repère, c'est de subir, parfois, on se réfugie dans ce repère, même si ce n'est pas confortable, même si c'est douloureux de subir, on préfère subir parce qu'on connaît que d'oser l'inconnu. Moi, ce que je vous propose, et ce que nous vous proposons, nous les 79 de l'Alliance jaune, c'est d'oser l'inconnu. Oser l'inconnu, madame. Oui, après, je voulais rebondir sur le commerce rapidement. Ouais. Moi, je voulais vous parler d'un truc qui est tout simple, parce que je travaille pour l'oligarchie commerciale au niveau de la restauration. Ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes le patron, vous allez faire 5-6 000 euros. Mais quand vous êtes en bas, vous faites 1 200. Et le but du patron qui fait 5-6 000, c'est de vous faire trimer. Quand ça va plus, dehors. Est-ce qu'on veut ça? Non. Voilà. Les seuls qui peuvent vous proposer une alternative à l'oligarchie, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de Macron, c'est-à-dire ses patrons, parce qu'en fait, ils ne travaillent pas pour nous, ils travaillent pour ceux là-haut. C'est ça le problème. La seule alternative, c'est eux. Voilà, c'est tout, c'est simple. RN, Mélenchon et tout ça, ils vous font des promesses, ils vous disent exactement ce que vous avez envie d'entendre. C'est tout. C'est un piège. Les seuls, c'est pas parce qu'on est ensemble ici, je me suis intéressé vraiment cette semaine à l'Alliance jaune, et c'est vrai qu'après d'avoir entendu, enfin bon, etc., t'as réussi à me convaincre. Voilà, donc maintenant je sais ce que je ferai par rapport à etc. Mais là-haut, ils ne pensent qu'à eux, à s'enrichir. Vous, je vais vous dire, moi, mes patrons, ce qu'ils pensent de vous. Vous êtes des moutons. Et moi, pendant 2 ans, j'étais obligé de vous escroquer. Voilà ce que j'ai fait. La réalité, elle est là. Moi, je me faisais une pied de 500 ici et vous à peine 50. Et je repartais tranquille dans l'ADN. On était contents. C'est ça la vie d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a envie de continuer comme ça? Non. Voilà, c'est tout. Oh. Monsieur, je vais vous donner la parole, mais je voudrais quand même donner la parole ici au Rothschild. Parce que, voilà, je pense que c'est très important d'en parler. C'est un des sujets dont on parle le moins. C'est une des populations en France qui est le moins écoutée et la moins écoutée. Et je voudrais te donner la parole pour que tu nous dises ton ressenti et ce que tu accordes de ce que nous essayons de faire ensemble. Merci. Oui, déjà, la première chose que je voulais dire, c'est que la maladie, le handicap, l'invalidité, ça a demandé sur chacun de nous. Il y a 2 ans, j'étais en sage-femme libérale, et aujourd'hui, voilà. Donc, ce que je me suis rendu compte en 2 ans, c'est, hormis le côté financier qui est une chose aberrante, parce que bon, je ne m'en cache pas, voilà, pour son invalidité, j'ai 400 € par mois. 400 € par mois, on m'a donné droit à la hache, la LDPH m'a donné droit à la hache, simplement. Comme je cotise, comme j'étais en libéral, j'ai prévu un petit peu quand même, j'avais pris une assurance pour me couvrir un petit peu, que je continue à payer, qui me verse un peu d'argent tous les mois. Voilà. Simplement ça, plus le fait que je sois mariée avec quelqu'un qui est entrepreneur, qui a son compte, je n'ai pas droit à la hache. Donc aujourd'hui, si mon mari n'est plus là, je ne fais rien. Et la hache, actuellement, complexe, c'est 900 €. 900 € pour un handicapé, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Ça a remonté un peu là, mais bon. C'est entre non, ils ont monté 20, voilà. Enfin, on va dire, on a arrondi dans les 900 €. Mais, hein? Je suis gentil. 860. Ouais. 140. Moins 6 € qu'il a enlevé là, il n'y a pas longtemps. Ouais. D'un côté, on fait ça, on enlève les APL, on enlève tout ça. Comment voulez-vous que les gens. Voilà. Bon, moi, j'ai un fauteuil tout simple, mais il y en a qui ont besoin de fauteuils électriques.
qui ont besoin de soins très particuliers, qui ont besoin de produits particuliers, qui ont besoin voilà, de choses pour eux, ou alors pour leurs enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des mamans, des papas qui ont des enfants handicapés, et il y en a beaucoup qui ont mis leur travail de côté, justement pour s'occuper de ces enfants. Ces enfants, il n'y a pas assez d'accompagnants pour les guider dans les écoles. Je veux dire, j'aime pas le mot normal parce que c'est pas ça, classique. Dans la structure classique, il y a des enfants qui pourraient très bien suivre, tout simplement, ils ont un fauteuil, ils ont besoin de quelqu'un pour les accompagner, il n'y a pas. Alors quand il nous dit, notre cher président, qui va diminuer les classes à 24, oui, mais mettez aussi des personnes pour vous occuper de ces enfants-là, de s'occuper des parents psychologiquement aussi, parce que c'est pas facile de s'occuper des enfants. Et puis, les familles, moi, je dis tous les jours merci à mon mari, qui ne m'a pas lâché. Et à l'heure actuelle, c'est lui qui me fait à manger tous les jours. C'est lui qui m'aide à m'habiller, à me laver. Et j'ai pris quelqu'un pour m'aider 4 heures par semaine. Hein, 4 heures par semaine pour faire un peu de ménage. Mais je n'ai pas aucune aide parce que je suis trop jeune. Voilà, j'ai eu 50 ans l'année dernière, en 2018. Voilà. Donc, parce que j'en ai besoin. Bon. Et puis, l'autre chose, c'est le combat. On se bat en permanence contre les banques, contre les assurances, contre tout. J'ai contracté des assurances, j'ai été couverte, mon mari me dit voilà, parce que j'avais justement peur de tout ce qui pouvait arriver. Actuellement, j'ai 3 contre-expertises qui doivent avoir lieu contre 3 assurances. D'abord, une, pas par rapport vraiment à l'assurance, mais par rapport aux médecins. Là aussi, les médecins, bonjour. 10 minutes, une expertise médicale, je suis désolée, mais c'est un peu difficile, quoi, et il y en a une, le contrat, c'était invalidité ou décès suite à une maladie, on va dire, j'ai arrondi, je ne sais pas exactement, 30 000 €. Invalidité, décès suite à un accident, 90 000 €. Mon invalidité suite à un accident de la vie privée. Et bien ils ont décrété, c'est compliqué parce que pour mon invalidité comme ça, on m'a mis beaucoup de médicaments qui m'ont fringué les reins, je suis en insuffisance rénale, j'avais une greffe de rein, dialysée, enfin voilà. Donc tout s'est enchaîné suite à une bête fracture d'un poignet. Une chute, je me suis fracturé le poignet et tout s'est enchaîné. Et bien, c'est cette assurance, je me bats avec eux parce qu'ils ne veulent pas me reconnaître suite à un accident. Donc ils m'ont versé le capital maladie, mais ils ne veulent pas me verser le capital accident. Et c'est un combat, et c'est ça, et c'est ça, et ça revient, et c'est tout le temps, je ne dis pas possible, je ne vais jamais m'en sortir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le regard. Le regard des gens, des amis qui sont partis, qui ne nous invitent plus. C'est quelque chose de... C'est difficile à dire parce que, bon, voilà, c'était des personnes qu'on connaissait depuis très longtemps, c'était vraiment des amis. Et on n'est plus invités. On n'est plus invités parce que je fais des malaises, oui, bah, alors, je vais être fatiguée, oui, oh, bah, voilà. On n'est plus invités. Voilà. J'ai fait mes 50 ans l'année dernière, on devait être une cinquantaine, on s'est retrouvés à la fin. Voilà. Donc, et puis les gens, le regard, voilà, parce que je ne suis pas forcément toujours en fauteuil. Des fois, je veux sortir, je vais essayer de marcher un peu parce que j'ai besoin aussi un petit peu, donc accompagnée par mon mari à ce moment-là. Si on va faire des courses, on se gare sur la place handicapée, je me suis pris la réflexion, mais qu'est-ce que vous garez là? J'ai ma carte à épouser, mais vous avez besoin de prendre une place handicapée, vous n'êtes pas handicapé. Regardez, j'ai ma carte. Oui, vous n'êtes pas en fauteuil. Je ne sais pas parce qu'on n'est pas en fauteuil qu'on n'est pas handicapé. Voilà. Ça, c'est difficile. C'est vrai. Et les gens, le handicap non visible, voilà, c'est la majorité aussi des handicaps, et c'est des douleurs, c'est des choses qu'on ne voit pas physiquement, mais psychologiquement, c'est très très difficile à vivre. Moi, actuellement, pour dormir, j'ai 4 cachets, plus pas la morphine, parce que la
m'a fait péter les plombs. Donc ils ont arrêté la morphine, mais voilà, j'ai accompagné des opiacés, des choses comme ça, très lourdes, pour pouvoir dormir, parce que j'ai mal en permanence, parce que voilà, je ne montre pas, j'essaye de t'en parler, j'essaye de pas. Voilà. Mais bon, donc je pense qu'il faut regarder les gens. Et là actuellement, c'est pareil, l'accessibilité, mais c'est hallucinant. On ne peut pas accéder n'importe où, n'importe comment, avec un fauteuil, avec des béquilles, avec un déambulateur, parce qu'on n'est pas obligé d'être en fauteuil en plus, voilà. Il y a actuellement, moi je veux dire, pour que les ascenseurs dans les immeubles, ils soient à partir du rez-de-chaussée, hein, que les handicapés puissent accéder à tous les étages, il n'y a pas de raison. Actuellement, ils l'ont mis obligatoire à la salle, je crois, à partir du 3e étage, enfin voilà, à partir du 3e étage, il y a 3 étages déjà, il y a un ascenseur. Non, c'est à partir du départ, c'est pas parce qu'il y a. Voilà, on a besoin de remplacer les gens qui. L'incivilité des gens. Les gens qui se garent sur le trottoir. C'est bête, hein, mais sur un trottoir, avec votre fauteuil, vous ne passez pas. Et on fait comment? On ne peut pas descendre du trottoir, on ne peut pas. C'est vraiment compliqué. Puis les gens, le regard, c'est vraiment. C'est pitié, c'est. Voilà. Moi, je crois que la chose qui m'a le plus fait mal, c'est l'année dernière, c'est de ma famille. Quelqu'un qui m'a dit mais alors tu ne travailles plus? Bah non, je ne travaille plus. Non, tata, je ne travaille plus. Je suis désolée, je suis en invalidité, à plus de 80% en handicapé. Je ne peux plus travailler. Mais tu ne travailleras plus du tout? Bah a priori non. Hein, voilà. Bah alors tu ne sers plus à rien, tu as un revue de la société, tu as un brevet. Voilà ce que je me suis pris, et quelqu'un de la famille. Et ce que les gens pensent, mais c'est pour le handicap, mais je vous parlais, parce que je l'ai vécu aussi, pour les personnes fortes, obèses. La grossophobie, c'est pas une. Voilà, ça aussi. Et c'est une sorte de handicap, parce que moi, quand j'arrive là, avant de me faire opérer, je faisais plus de 150 kilos. Voilà. Et je bossais. Et je montais 6 étages sans ascenseur, avec mon matériel qui faisait 6, 7, 8 kilos pour aller voir mes patientes. Et je me prenais des réflexions. Ah, t'as vu, elle est en train de bouffer. Bah oui, je sais pas, à 3h de l'après-midi, j'avais pas le temps de manger parce que j'avais eu des patients tout le temps. 3h de l'après-midi, ah, bah t'as vu, c'est pas étonnant qu'elle soit grosse, elle est en train de bouffer. Voilà. Et voilà, donc c'est aussi un handicap, c'est des choses, si on n'est pas comme tout le monde, on est handicapé. Excusez-moi, on est en situation de handicap parce que les gens nous regardent. Qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit gros, qu'on soit trop laid, qu'on soit ci, qu'on soit là. Non. On ne rentre pas dans une case, on est ce qu'on est. Et je pense qu'il faut tous s'accepter, et c'est ça aussi la valeur des gilets jaunes. C'est d'accepter tout ce qu'on est, quoi. Voilà. Bravo. 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 Donc justement, si j'ai envie d'arriver une tenue de certains côtés, parce qu'il y en a qui ne mettront plus les pieds à la maison, et je suis ma famille, maintenant c'est les gilets jaunes. Voilà. Bravo. Merci. On va encore prendre une ou deux questions. On va prendre juste la question de monsieur qui voulait échanger. C'est le monsieur là-bas. Voilà, monsieur. Bonjour, Francis. Monsieur. Si vous avez le pouvoir avec les gilets jaunes, est-ce que vous allez mettre un grand coup de balai et comment vous allez faire? J'ai pas entendu. Le jour où vous avez le pouvoir, vous serez élu, comment allez-vous faire pour mettre un grand coup de balai à ceux qui nous gouvernent? Est-ce que vous aurez la possibilité de mettre un coup de balai et tout réformer? C'est vous le peuple. Alors, oui, nous, le peuple, on est élus, et après... Alors justement, non mais ce que vous venez de dire, monsieur, est fondamental. Ce que vous venez de dire est fondamental. Il y a un plan A et un plan B. Le plan A, souvent, vous savez, c'est le plan A, et puis le plan B, souvent, il est un peu plombé. Mais on a prévu tout ça. Le plan A, c'est le miracle. Moi, vous m'excuserez, mais moi, j'y crois au miracle. Et surtout en France, parce que je pense que le peuple français est le peuple des miracles. Et moi, j'aime bien rêver, parce que de toute façon, tout ce qui a été à un moment donné un mouvement du monde, avant d'être un mouvement du monde, a été un rêve. Un jour, on a rêvé qu'on allait marcher sur la Lune. Un jour, il y a quelqu'un qui avait écrit de roman, qui s'appelait Jules Verne, et puis un jour, on a marché sur la Lune. Et moi, je rêve
je rêve toute ma vie, j'ai passé ma vie à réaliser mes rêves et je rêve pour la France qu'elle continue à rêver et à réaliser ses rêves, comme elle l'a fait plusieurs fois dans l'histoire. Alors le plan. Pardon? Et vous nous faites rêver. Merci. Si je peux vous faire rêver, je suis très heureux. Rêvons, rêvons mes amis. Alors le plan A, c'est quoi, monsieur? Le plan A, c'est qu'il y a un miracle le 26 mai. C'est que contrairement à ce que disent, prétendent ou veulent nous faire croire les sondages, la liste Alliance Jaune fait un score plus important que celui du parti dominant, celui de M. Macron. Parce que c'est lui qui s'affiche, hein. C'est même pas Sbire qui s'affiche. Lui, il s'affiche partout. Je suis sûr que chez lui, il n'y a que des portraits de lui partout, même dans les cheveux. Donc, ça va pas devenir un chrome. Donc, première solution, on fait un score plus important que lui. Alors là, la prochaine action, l'action suivante, si nous on est majoritaire par rapport, nous les Gilets jaunes, indépendants, libres et constitués en force indépendante, non partisane, pas ceux qui appellent à voter pour les partis de l'opposition de l'actuel système. Eh bien, si nous, Gilets jaunes, on fait un score plus important, c'est par miracle qu'on fait un score plus important, et moi je continue à y croire, et j'y croirai jusqu'au bout. Si on fait un score plus important, malgré ce que dit la propagande, malgré ce que prétendent les sondages, etc. Si on fait un score plus important que la République en marche, alors la première chose qu'on va faire, c'est demander la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour une raison très simple, c'est que si le parti, dans le cadre d'une élection qui le représente, qui est là pour indiquer qui est majoritaire dans notre pays, parce que c'est pratiquement une élection présidentielle. C'est une élection présidentielle de parti, en fait. Si la structure politique qui arrive en tête n'est pas celle qui gouverne, elle n'est plus légitime. Et là, franchement, je pense sincèrement qu'on aura le nombre dans la rue. Parce qu'on l'aura prouvé, on en aura apporté la preuve. La preuve, là, le 26 mai, que le parti qui nous gouverne n'est plus majoritaire dans notre pays, ok, et qui n'est donc pas légitime. Et simplement, nous l'aurons apporté non pas en tant que parti de l'opposition, c'est-à-dire faisant partie du système, mais nous l'aurons apporté cette preuve en tant que gilets jaunes, constitués en force politique indépendante, non partisane et hors système, c'est-à-dire en tant que peuple français constitué en force politique, et pas en peuple français phagocyté par des partis politiques. C'est là quelle est la nuance entre faire de la politique citoyenne et faire de la politique politicienne. Nous, citoyens français, si nous sommes majoritaires et si nous arrivons en tête devant les politiciens, nous serons en droit, en tant que peuple français, libre et qui a le droit de disposer de lui-même, de demander le départ de tous les gens qui représentent l'actuel parti de l'Union. Ça, c'est le point. Le plan B. Le plan B. Alors, le plan B est le suivant. Et là, nous rentrons dans un autre rapport à la politique, qui n'est pas le moindre. Vous savez, Karl Marx disait, il y a deux manières de gagner en politique. La première, c'est de prendre le pouvoir. La deuxième, c'est de faire circuler les idées. Si nous parvenons à faire élire des députés gilets jaunes à l'Assemblée européenne, nous allons, et il faut lire pour Dieu ce qu'il dit sur la force de l'exemple et du symbole, nous allons pouvoir mettre en place, aux yeux de tous, et faisant partie de l'institution, des moyens de démocratie dans notre pays. C'est-à-dire, nous allons démontrer que la démocratie est un système viable. Et nous allons le faire grâce au RIC que nous allons mettre en place dans nos permanences européennes. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que dans 3 ans, tous ces forcenels qui dirigent la France vont se retrouver à briguer un nouveau mandat. Mais nous, pendant ces 3 années, nous aurons démontré que la démocratie est un système viable. Et quand je dis démocratie, je ne parle pas du système où on tyrannise les gens par le vote. Parce qu'attention, les assemblées ne sont pas toujours le meilleur moyen d'instituer la démocratie. Parce qu'une assemblée met toujours le vote sous tutelle.
Il y a des groupes qui se constituent, qui dominent les autres, qui finissent par imposer leur volonté, et le critère majoritaire, eh bien, il me prive la minorité. Non. Nous parlons de démocratie réelle, où les citoyens s'expriment sans faire partie d'un pôle, sans faire partie d'une structure, un citoyen, une voix, une citoyenne, une voix. Et si nous avons démontré dans nos permanences européennes que ce système fonctionne, et que lorsqu'on a voté pour des représentants, on n'est pas obligé de leur demander de décider à notre place. Et qu'ils peuvent être les garants du fait que nous continuons à décider. À ce moment-là, nous aurons créé un laboratoire des universités de la démocratie dans notre pays. Et nous aurons créé les conditions pour que la démocratie puisse être instituée au moment où les tyrans s'enlèveront à la fin de leur mandat. Car c'est ça, hélas, que ces monarchies républicaines. Ce sont des monarchies de droit populaire qui ont remplacé les monarchies de droit divin. C'est nous, le peuple français, la caution de cette monarchie. Et tant qu'on donnera au système notre caution, cette monarchie prétendra être légitime. Si nous avons créé, les amis, dès le lendemain du 26 mai, si nous avons créé un système qui démontre que les moyens de démocratie sont viables, eh bien nous aurons créé les conditions pour que dans 3 ans, la démocratie puisse être le nouveau système de notre pays. Voilà. Voilà, on va essayer de faire une petite pause, plutôt musicale, parce que Francis va nous jouer. C'est les 2-3 chansons du vrai, et dont la dernière qui a composé pour les Gilets jaunes, bien sûr. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi j'en ai plus connaissance, et ça part. Demande à Jamie, il est aussi. Jamie, sinon, il y a tout le monde qui a le gilet autographié, sauf la Tiens, voilà. Tu demandes à celle qui a le manteau orange. Non, mais Sandra. Peut-être ce qui serait bien, c'est que vous vous rapprochiez, non? Mais comme j'ai pas de micro. Il est où le micro? Il est où le micro? Mais ça suffira pas le micro. Si. Donne-moi le micro. Pour la guitare et la voix? Oui, je tiens. Tu m'as coupé maintenant. 1, 2. Les Gilets jaunes de Francis Lalanne. Rapprochez-vous. Viens là, viens tenir le micro. Viens là, tu tiens le micro. Viens tenir le micro. Alors je pense que ça va pas être... Vous m'entendez là quand même? C'est une chanson que... C'est la seule chanson que j'ai composée en 7 mois. Vous vous rendez compte, j'ai rien foutu. À part construire ce que j'ai construit avec les 79 de la liste de l'Avion jaune. Mais cette chanson en plus, elle parle des Gilets jaunes. Tiens, passe-moi ma housse, je pense que j'ai un capodasque à l'intérieur. Fais voir. Amène la housse. Comme ça, je pourrais chanter plus haut et tu m'entendras mieux. Alors voilà. C'est la demande. Ah non. Non, je croyais que j'en avais un, mais j'en ai pas. C'est pas grave. Vous m'entendez là? Qu'est-ce qu'ils vont faire comme... Ok. Alors je vais vous la chanter. Vas-y, Francis. Fais briller ton cœur au soleil d'un gilet jaune. Chante en fleurs avec les gens. Marche et n'aie pas peur
du petit roi sur son trône, il restera pas dedans. C'est dur de marcher sans espoir, dans sa tête, sans avoir les moyens d'avancer, sans pouvoir toucher de quoi vivre et faire la fête, et de voir le temps se casser. Gilet jaune, ne baisse pas la garde, gilet jaune, marche et reste debout, gilet jaune, la France te regarde, c'est pour elle qu'il nous faut marcher jusqu'au bout. Pas sur les ronds-points pour avoir vu sur le monde et pour être vu de lui. Qu'on te voit de loin et qu'enfin on te réponde parce qu'on te voit quand tu luis. Marche avec ton chien, avec les enfants des autres, que les autres marchent avec les tiens. Ta main dans ma main, cette chaîne c'est la nôtre, celle des êtres humains. Gilet jaune, ne baisse pas la garde, gilet jaune, marche et reste debout, gilet jaune, la France te regarde, et c'est pour elle qu'il nous faut marcher jusqu'au bout. C'est un monde heureux que l'on veut pour tout le monde, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. Pas seulement pour ceux pour qui la vie est féconde, qu'ils soient riches ou bien chanceux. Pas besoin de cris, de coups ni de blessures pour faire valoir ce que de droit. La démocratie, c'est le peuple qui l'assure, et le peuple ici, c'est toi. Gilet jaune, ne baisse pas la garde, gilet jaune, marche et reste debout, gilet jaune, la France te regarde, et c'est pour elle qu'il nous faut marcher jusqu'au bout. Sois constituant, manifeste ta puissance en la mettant noir sur blanc, en l'instituant, citoyen qui prend naissance et petit qui devient grand. Le riche veut lui que le pauvre se soumette aux règles de la fatalité. Mais nous, aujourd'hui, nous, on voudrait que ça s'arrête, on voudrait l'égalité. Gilet jaune, ne baisse pas la garde, chante. Gilet jaune, marche et rêve debout. Gilet jaune, la France se regarde, et c'est pour elle qu'il nous faut marcher jusqu'au bout. Fais briller ton cœur au fluo d'un gilet jaune, chante en fleurs avec le vent. Marche et n'aie pas peur du petit roi sur son trône, si le peuple est là devant.
c'est pour elle qu'il nous faut marcher jusqu'au bout. Oh, gilet jaune, ne baisse pas la garde, gilet jaune, marche et reste debout, gilet jaune, le monde te regarde, le monde te regarde, et c'est pour lui qu'il nous faut marcher jusqu'au bout. On tape les mains, gilet jaune. C'est pour elle nous faut marcher jusqu'au bout. Gilet jaune, quel est votre métier? Gilet jaune, quel est votre métier? Gilet jaune, quel est votre métier? Merci les amis. Voilà, un mot là. Bon, mon père, en même temps, c'est ta page, donc qu'est-ce que tu as à dire en deux mots. Hein. Ça a été une super soirée, je remercie énormément une soirée inoubliable. Il nous a convaincus, déjà j'étais convaincu, mais je pense qu'il a convaincu tout le monde. Vivement dimanche soir. Merci Seb. Bon, je vous souhaite à tous une très belle soirée. J'étais ravi d'être là parmi vous. Bon, c'est Jamel, hein, donc bien évidemment c'est le portable de Seb. Donc je me suis permis de faire son live sur son portable. Bon, en tout cas, je vous embrasse très fort et puis on a été très bien accueillis avec Francis. Voilà. Vive le 43! Vive le 43, voilà. C'est les meilleurs, les 43. Le meilleur, voilà. C'est vrai. Ouais. Les Auvergnats, ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Bravo, magnifique. J'ai remarqué en même temps. J'ai remarqué quand on arrive. On a la chaleur. Exactement. Dans le cœur. On était super bien accueillis en tout cas. Mais vous vous rendez compte que vous nous donnez de l'espoir. On rêve. On peut rêver nouveau. Moi, je me sors d'un cancer. J'ai fait 400 km pour coller des affiches. Mais je suis prête à en faire autant. Merci beaucoup, ça nous réchauffe le cœur en tout cas. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on va continuer d'ailleurs. Et on lâchera rien. Ben, j'espère bien, moi non plus. Voilà. Merci. Moi, je vous laisse à tous et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Bisous. Je vous adore et puis je vous fais plein de bisous pour ceux qui me reconnaîtront sur le live de Seb. Je vous embrasse.